Au premier regard, ce convoi de ciment ne semblait être qu'un détail de plus sur une route poussiéreuse du Sahel. Lorsque les sacs ont été déplacés, la découverte d'explosifs, de cyanure et de médicaments contrefaits a soudain dévoilé à quel point le Burkina Faso tenait sa survie sur un fil déjà bien fragile. Que change, pour Ibrahim Traoré, mais aussi pour vous qui regardez de loin, le fait que cette menace ait été cachée au vu et au su de tous? Dans ce camion, c'est l'idée même de souveraineté qui explose en silence. Il pensait avoir saisi un simple chargement illégal, mais cette découverte a révélé un niveau de vulnérabilité bien plus profond, touchant chaque maillon de l'État burkinabé. Derrière les fûts de cyanure et les explosifs soigneusement dissimulés, se trouvait une question plus vaste, la capacité réelle du pays à résister à des réseaux capables d'infiltrer ses frontières les plus sensibles. Cette affaire expose un enjeu central. Comprendre comment un État soumis à une pression sécuritaire constante peut éviter l'effondrement institutionnel et protéger durablement sa population. En d'autres termes, ce qui est en jeu, c'est la possibilité pour un pays pris dans une zone de turbulence de reprendre le contrôle de ses frontières, de ses ressources et de son destin. Un micro-hook s'impose alors. Si un seul convoi a suffi à mettre en lumière un système entier de corruption et de déstabilisation, que reste-t-il encore caché derrière les postes frontières qui, jusqu'ici, semblaient fonctionner normalement? La révélation initiale a été brutale. En retraçant l'origine du convoi saisi, les enquêteurs ont découvert qu'il ne s'agissait pas d'un incident isolé, mais du fragment visible d'une chaîne beaucoup plus vaste, active depuis plusieurs mois. Dès les 2 premiers jours d'analyse, un chiffre glaçant est apparu. Plus de 20 convois similaires avaient franchi la frontière en moins d'1 an, chacun transportant plus de 150 tonnes de marchandises toxiques ou explosives. Cette mini-reveal modifiait immédiatement l'échelle du problème et imposait une lecture totalement différente de la situation nationale. Dans ce contexte élargi, les premières observations ont montré que la menace ne venait pas seulement des trafiquants extérieurs. Les données rassemblées par les services de sécurité ont mis en évidence un schéma de passage nocturne entre 22h et 3h du matin, toujours par les mêmes routes peu contrôlées. L'existence répétée de faux cachets administratifs et de documents douaniers contrefaits éclairait une réalité dérangeante. Des complicités internes facilitaient la manœuvre. Pour un pays comme le Burkina Faso, déjà confronté à l'instabilité et à la pression constante des groupes armés, cette infiltration silencieuse représentait un risque systémique. C'est dans cette atmosphère tendue qu'Ibrahim Traoré s'est trouvé confronté à une équation complexe, où chaque information révélée semblait étendre encore le périmètre du danger. Les postes de contrôle, longtemps considérés comme des points faibles, devenaient progressivement des espaces stratégiques dont dépendait une partie de la souveraineté nationale. Derrière chaque convoi intercepté se cachait la possibilité d'une attaque ciblée, d'un sabotage ou d'un effondrement économique localisé. La chronologie des événements confirmait une logique implacable. Plus le pays renforçait ses dispositifs de sécurité, plus le réseau cherchait à multiplier les routes alternatives, créant une dynamique d'escalade sophistiquée. Mais un détail crucial ressortait de l'enquête. Les cargaisons saisies avaient toutes des correspondances directes avec des groupes insurgés du Sahel, ce qui permettait de relier la contrebande interne à une stratégie régionale de déstabilisation. À partir de là, la question posée au pouvoir en place n'était plus seulement sécuritaire, elle devenait existentielle. Au lendemain des premières saisies, 2 situations concrètes ont révélé à quel point les lignes de défense du pays se transformaient déjà. Le premier cas concernait un poste frontalier longtemps réputé poreux, où une équipe de douaniers récemment réaffectée a décidé de modifier entièrement sa procédure de contrôle. En moins d'1 semaine, ils ont mis en place une vérification croisée des documents, comparant chaque cachet, chaque signature et chaque itinéraire déclaré avec les bases de données internes. Cette méthode, pourtant simple, a permis d'intercepter une cargaison de produits chimiques déguisés en matériel agricole. Preuve que les contrebandiers s'adaptaient rapidement, mais restaient vulnérables à une vigilance accrue. Le deuxième cas s'est déroulé à plusieurs centaines de kilomètres, dans une zone rurale où les routes secondaires servaient de passage discret aux trafiquants.
Après avoir été alertés par des habitants du village voisin, les agents de sécurité ont installé un point de contrôle mobile, opérationnel seulement quelques heures par jour pour rester imprévisible. Lors de la 3e rotation, un camion a tenté de forcer le passage, révélant une cargaison de faux médicaments dont la valeur estimée suffisait à alimenter tout un réseau parallèle. Cette intervention a montré que l'implication directe des communautés locales pouvait modifier l'équilibre de force en rendant visibles des opérations jusque-là dissimulées. Ces deux situations illustrent un changement d'échelle. La menace n'était plus théorique, et les premières réponses avaient prouvé qu'un resserrement des pratiques pouvait produire des résultats tangibles. Mais derrière ces succès initiaux demeurait une question essentielle, lourde de conséquences pour les mois à venir. Cette dynamique était-elle suffisamment robuste pour tenir face à un système criminel déjà profondément enraciné ? L'enchaînement des événements a réellement commencé lorsque, au tout premier poste de contrôle, le simple déplacement d'un sac de ciment a laissé apparaître un fût métallique scellé. Ce geste anodin a servi de déclencheur à une réaction en chaîne inattendue. En quelques minutes, les agents présents ont compris qu'ils n'avaient pas affaire à une cargaison ordinaire, mais à un dispositif sophistiqué de dissimulation conçu pour contourner toute inspection superficielle. Ce moment de bascule a poussé la hiérarchie à lancer une mobilisation rapide, resserrant les communications entre les équipes locales et les unités de sécurité plus expérimentées. Dès que la logique du transcend, logique du trigger s'est imposée. Chaque indice appelait un niveau d'attention supplémentaire, chaque incohérence ouvrait la voie à une possible menace plus large. L'enquête s'est ensuite déplacée vers la phase du pic. Lorsque les premiers rapports ont été transmis aux autorités centrales, il est devenu clair que le convoi appartenait à une série plus vaste et non à un incident isolé. Les analyses préliminaires ont mis en évidence des liens avec plusieurs passages enregistrés les mois précédents, tous marqués par des signatures administratives répétitives et des itinéraires identiques. À mesure que les équipes démontaient le camion, d'autres fusses sont apparues, contenant non seulement des explosifs, mais aussi du cyanure conditionné en quantité suffisamment importante pour menacer des communautés entières. C'est à ce stade que le nom d'Ibrahim Traoré est revenu au centre de toutes les discussions internes. Son approche axée sur la vigilance des frontières prenait soudain une dimension stratégique majeure. Sous sa supervision, des équipes combinant renseignements, armées et douanes ont été déployées pour cartographier la totalité du réseau. La tension a atteint son apogée lorsque des interceptions téléphoniques ont établi des connexions directes entre les convoyeurs et des groupes insurgés du Sahel. Des messages codés circulaient autour de plusieurs termes récurrents, laissant penser que les matières transportées étaient destinées à des attaques coordonnées contre des infrastructures vitales. À ce moment précis, les autorités ont compris que la menace ne se limitait plus à la contrebande. Elle relevait d'un projet délibéré de déstabilisation. Les équipes sur le terrain ont dû accélérer leurs opérations, redoublant d'efforts pour sécuriser les routes secondaires et surveiller les zones rurales, souvent utilisées comme couloirs discrets par les trafiquants. Puis c'est venu la phase du aftershock. Une fois les cargaisons sécurisées, les premières répercussions se sont fait sentir dans tout le pays. Certains postes frontaliers ont signalé une baisse soudaine du trafic nocturne, preuve que le réseau criminel avait perçu le changement d'atmosphère. Pourtant, d'autres zones ont connu une activité inhabituelle, comme si les groupes impliqués tentaient d'évaluer jusqu'où les autorités étaient prêtes à aller. C'est durant ces premières semaines de répercussion que le rôle d'Ibrahim Traoré s'est affirmé comme un élément central dans la coordination des réponses. Ces directives insistaient sur la nécessité d'éviter la panique publique, tout en renforçant chaque point vulnérable. Les équipes locales, galvanisées par ces orientations, ont multiplié les contrôles, révélant progressivement un système criminel qui s'étendait bien au-delà des frontières immédiates. Cette succession d'événements montre une réalité simple. Une seule découverte a suffi à déclencher une cascade de révélations, redéfinissant les priorités sécuritaires du pays.
Le choc initial n'était que le début d'un processus que personne n'avait entièrement anticipé, mais que les structures nationales apprenaient désormais à affronter avec méthode. Les données recueillies après l'interception du convoi ont fourni un socle inédit de preuves chiffrées, permettant de comprendre l'ampleur réelle du réseau. Le premier indicateur essentiel concernait la valeur totale des matières dangereuses déjà saisies. Les équipes d'enquête ont estimé que le lot initial représentait près de 2 millions de dollars. Ce chiffre n'était pas seulement impressionnant par son montant, il révélait surtout l'existence d'une économie parallèle dont les ramifications pouvaient influencer durablement la stabilité du pays. En d'autres termes, la baseline du problème reposait sur une simple saisie, et la delta apparaissait lorsque les autorités ont découvert la répétition des cargaisons au fil des mois. Le deuxième chiffre clé provenait des analyses logistiques. Plus de 20 cargaisons similaires avaient traversé la frontière en moins d'un an, chacune transportant environ 150 tonnes de substances toxiques ou explosives. Cette donnée mettait en lumière un flux constant. La quantité cumulée dépassait largement ce que l'on aurait pu considérer comme une opération ponctuelle. L'écart entre l'hypothèse initiale, celle d'un trafic limité, et la réalité quantitative soulignait l'échelle industrielle du schéma criminel. Cette transition entre une baseline prudente et une delta inquiétante a servi de levier pour réorienter toute la stratégie nationale de sécurisation. Le troisième nombre révélateur concernait les financements identifiés. Les services de renseignement ont retracé plus de 50 comptes bancaires répartis entre institutions locales et plateformes internationales associés à des mouvements suspects totalisant environ 4 millions de dollars. Ce montant, ventilé sur plusieurs mois, démontrait la présence d'un mécanisme financier structuré. La translation entre un simple soupçon de contrebande et la découverte d'un système économique complet constituait une nouvelle delta cruciale. Elle obligeait les décideurs à repenser non seulement la surveillance des cargaisons physiques, mais aussi la traçabilité des flux monétaires. C'est dans ce contexte que le rôle d'Ibrahim Traoré a pris une importance centrale. Il a insisté pour que chaque chiffre soit interprété comme un indicateur de vulnérabilité structurelle et non comme une simple information technique. Sous sa direction, les équipes ont commencé à relier les données matérielles aux dynamiques régionales. Les explosifs saisis pouvaient permettre la fabrication d'une dizaine de bombes capables de détruire des infrastructures stratégiques, tandis que le cyanure découvert suffisait potentiellement à contaminer l'eau potable d'une ville entière de 500 000 habitants. Ces deux projections quantitatives, bien que théoriques, mettaient en évidence la gravité immédiate de la situation. L'interprétation des chiffres ne s'est pas arrêtée là. Les analyses comportementales ont montré que les convois franchissaient systématiquement la frontière entre 22h et 3h du matin, profitant des failles dans la rotation des effectifs. Ce schéma temporel récurrent appuyait une hypothèse. Le réseau possédait des informations internes lui permettant de contourner les contrôles les plus rigoureux. Le delta entre les périodes de forte surveillance et les fenêtres nocturnes soulignait la nécessité d'un redéploiement stratégique des forces. Ainsi, les données quantitatives n'étaient pas de simples éléments statistiques. Elles constituaient la structure même du diagnostic national. Chaque chiffre apportait une nuance supplémentaire, dessinant une menace complexe, évolutive et profondément enracinée. Grâce à l'interprétation systématique menée sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, ces preuves ont permis d'ancrer la réponse nationale dans une compréhension claire des risques, offrant les bases d'une action plus robuste pour les mois à venir. Deux positions opposées ont émergé dès que les premières données ont été rendues publiques, chacune s'appuyant sur des arguments solides qu'il fallait examiner sans complaisance. Le premier courant avançait que malgré les saisies impressionnantes et la mobilisation rapide des forces locales, un pays soumis à la pression permanente des groupes armés ne pouvait raisonnablement espérer se défendre seul contre un réseau transnational aussi structuré. Selon cette perspective, les infrastructures de sécurité restaient trop limitées, les moyens logistiques insuffisants et les institutions encore fragilisées par des années d'instabilité. Pour ces analystes, la coopération internationale constituait non seulement une nécessité stratégique, mais aussi la seule façon de contenir efficacement une menace capable de s'adapter à chaque renforcement local. Le second courant, tout aussi affirmé,
insistait néanmoins sur la capacité des structures nationales à évoluer rapidement lorsque l'urgence l'exigeait. Les premiers résultats des opérations témoignaient d'une montée en compétences notable, reposant sur une coordination plus agile entre les services de renseignement, les forces de sécurité et les communautés locales. Les partisans de cette approche soulignaient que la multiplication des points de contrôle, les procédures de vérification renforcées et l'apparition de réseaux civils de vigilance prouvaient qu'un modèle d'autoprotection pouvait fonctionner, à condition d'être soutenu par une stratégie cohérente et une implication collective. Selon eux, l'idée selon laquelle la dépendance extérieure serait incontournable occultait une réalité émergente, l'adaptabilité rapide des structures burkinabées face à la menace. La réponse à ces deux visions ne pouvait ignorer les faits mis en lumière depuis les premières saisies. Les investigations avaient démontré que les convois illégaux fonctionnaient sur un cycle régulier, qu'ils contournaient les contrôles grâce à des complicités internes et qu'ils s'appuyaient sur des financements transfrontaliers difficiles à détecter. Autrement dit, les arguments du premier courant reposaient sur une base tangible. Pourtant, les avancées récentes montraient également qu'un renforcement ciblé des pratiques locales pouvait briser une partie de cette mécanique. La véritable synthèse consistait à reconnaître simultanément la difficulté structurelle du défi et la capacité réelle d'en inverser progressivement la trajectoire. Tout bascule en une phrase. À ce stade de l'enquête, une information discrète, presque noyée dans les rapports techniques, a soudain réorienté toute la compréhension du dossier. Plusieurs documents internes découverts dans les cargaisons portaient les mêmes signatures falsifiées que celles retrouvées dans des dossiers administratifs authentiques datant de mois précédents. Cette coïncidence n'en était pas une. Elle indiquait que la contrebande ne profitait pas seulement des failles du système, mais s'insinuait directement dans son fonctionnement quotidien. Cette révélation intermédiaire plaçait Ibrahim Traoré devant un défi d'un autre ordre. Ce n'était plus uniquement une lutte contre des réseaux extérieurs, mais un combat contre une fragmentation interne, où certains rouages institutionnels semblaient contaminés par des intérêts clandestins. Pour les équipes chargées de la surveillance, cette découverte changeait la logique opérationnelle. Il ne suffisait plus de renforcer les frontières, il fallait désormais examiner les circuits administratifs eux-mêmes. Les premières vérifications ont montré que les mêmes itinéraires, les mêmes plages horaires et les mêmes fausses autorisations administraient un cycle répétitif, suggérant l'existence d'un point de coordination invisible. À partir de cette pièce manquante, la dynamique de l'affaire prenait soudain une profondeur inattendue. La question n'était plus de savoir comment les convois entraient, mais qui, à l'intérieur du pays, leur ouvrait la voie. Les implications de l'affaire se sont rapidement matérialisées dans la vie quotidienne du pays, touchant simultanément plusieurs sphères. Pour les populations locales, c'est-à-dire les habitants directement concernés, la découverte des cargaisons a provoqué un double effet. D'un côté, la peur s'est accrue. Comprendre que des substances capables de contaminer l'eau potable ou de provoquer des explosions majeures circulaient librement près de leur village a rappelé la fragilité de leurs conditions de vie. De l'autre, un mouvement nouveau s'est formé, fondé sur la vigilance communautaire. Les habitants ont commencé à signaler des passages inhabituels, des camions circulant tard dans la nuit ou des activités suspectes autour des pistes secondaires. Ce changement de comportement spontané mais structurant a permis d'identifier plusieurs itinéraires auparavant ignorés. Pour les douanes et forces de sécurité, autrement dit les agents en première ligne, l'impact a été immédiat. Les agents ont vu leur mission se transformer, passant d'un contrôle administratif routinier à un rôle stratégique central. Sous la coordination d'Ibrahim Traoré, de nouveaux protocoles ont été instaurés. Vérification croisée des documents, contrôle physique systématique des cargaisons sensibles, rotation nocturne réajustée. Ce changement a exigé des ressources accrues, mais il a aussi renforcé la culture professionnelle des équipes locales. Les postes frontaliers, longtemps perçus comme des points de vulnérabilité, sont devenus des zones expérimentales où s'appliquaient désormais les méthodes les plus strictes de surveillance. Pour les réseaux criminels, c'est-à-dire ceux qui organisent les trafics, la situation s'est considérablement compliquée. La saisie initiale
a rompu un cycle d'opérations qui semblait fonctionner sans encombre depuis des mois. Plusieurs de leurs routes ont été révélées, leurs heures de passage identifiées et leurs faux documents reconnus. Cette rupture a provoqué une recomposition interne. Certains groupes ont tenté de se disperser vers des axes plus reculés, tandis que d'autres ont cherché à tester la réactivité des nouveaux dispositifs. Certains signaux laissaient penser qu'une partie du réseau cherchait à établir de nouveaux relais au sein d'administrations locales, preuve que la pression exercée par les autorités avait contraint les criminels à revoir entièrement leur stratégie. Pour la région et les dynamiques géopolitiques, autrement dit l'environnement géopolitique élargi, l'affaire a eu un retentissement particulier. Les services de renseignement des pays voisins ont rapidement détecté que les cargaisons saisies étaient liées à des opérations transfrontalières financées par des groupes armés présents dans plusieurs zones du Sahel. Cela a conduit à une intensification des discussions régionales autour de la sécurité commune. Ibrahim Traoré, conscient de la portée de l'affaire, a encouragé une coordination discrète mais essentielle avec les forces voisines afin d'empêcher la reformation du réseau sur d'autres points stratégiques. L'enjeu dépassait désormais le cadre national. Il touchait à l'équilibre sécuritaire d'une région déjà fragilisée par des mouvements insurgés et des trafics transnationaux. Au final, chaque groupe concerné a vu son quotidien transformé par cette affaire. Les habitants sont devenus plus vigilants, les autorités plus structurées, les criminels plus hésitants et la région plus consciente du risque systémique. L'épisode du convoi n'a pas seulement révélé une menace, il a redéfini la manière dont le pays devait se protéger, tout en rappelant à chacun que la souveraineté se façonne autant dans les villages que dans les institutions centrales. À ce stade de l'évolution de la crise, 3 trajectoires distinctes se dessinent pour les mois à venir, chacune dépendant de la capacité du pays à maintenir la pression sur les réseaux criminels, tout en renforçant ses propres institutions. Le scénario de base prévoit une consolidation progressive des acquis sécuritaires. Dans cette perspective, les points de contrôle continueront de se professionnaliser, les procédures douanières deviendront plus rigoureuses et les opérations conjointes entre forces locales et comités communautaires devraient permettre de réduire sensiblement le nombre de passages illégaux. Ce scénario repose sur une dynamique réaliste. Pas d'effondrement brutal, mais une maîtrise relative de la menace grâce à un renforcement méthodique des pratiques. Le scénario optimiste, quant à lui, imagine un tournant plus significatif. Il suppose que les efforts actuels s'amplifient grâce à une coordination accrue entre les régions et à une participation citoyenne encore plus active. Dans cette version, les zones rurales deviennent des foyers de vigilance capables de détecter rapidement les mouvements suspects, tandis que les institutions administratives parviennent à identifier les fuites internes et les complicités persistantes. Une telle évolution offrirait au pays un avantage stratégique, la possibilité d'anticiper les opérations criminelles plutôt que d'y réagir. L'effet cumulé de ces avancées pourrait transformer la lutte contre la contrebande en un modèle régional de résistance structurée. Le scénario pessimiste, enfin, repose sur l'hypothèse d'une adaptation rapide des réseaux criminels. Si ceux-ci parviennent à détourner de nouveaux itinéraires, à infiltrer davantage les structures administratives ou à exploiter des zones reculées encore peu surveillées, le pays pourrait se retrouver face à une résurgence des passages illicites. Dans ce cas, les forces de sécurité seraient contraintes d'élargir leurs dispositifs, risquant l'épuisement logistique et la fragmentation opérationnelle. Un tel scénario impliquerait également une montée des tensions locales, en particulier dans les régions où les groupes armés sont déjà présents. Ces 3 trajectoires rappellent une réalité essentielle. L'avenir ne dépend pas d'un seul levier, mais d'une combinaison d'actions cohérentes, soutenues et mesurables. Pour naviguer entre ces possibles, il devient indispensable d'adopter une logique de prudence stratégique. Si un dispositif fonctionne, il doit être consolidé. S'il montre des failles, il doit être ajusté avant que l'adversaire n'en tire profit. La clé ne réside pas dans la certitude, mais dans la capacité à rester adaptable, vigilant et méthodique. Pour comprendre pleinement ce que cette affaire représente, il faut revenir à ceux qui, loin des stratégies institutionnelles ou des analyses expertes, en ressentent les effets les plus directs.
Pour une partie importante de la population, la découverte des cargaisons n'a pas seulement révélé un risque sécuritaire, elle a exposé un sentiment latent d'incertitude présent depuis des années. Les habitants des zones rurales, souvent premiers témoins des mouvements nocturnes ou des passages inhabituels, ont soudain pris conscience que leur rôle dans la défense collective allait au-delà de simples observations ponctuelles. Ils ont compris que leur vigilance pouvait réellement modifier l'équilibre des forces et que leur voix comptait davantage qu'ils ne l'imaginaient. Les travailleurs des postes administratifs, eux, ont ressenti un impact plus subtil. Habitués à un quotidien rythmé par des procédures répétitives, ils ont été confrontés à la fragilité inattendue des circuits sur lesquels repose la vie du pays. Beaucoup ont réalisé que leur rigueur, ou leur absence de rigueur, pouvait déterminer la sécurité de milliers de personnes. Cette prise de conscience, loin d'être abstraite, a commencé à générer un sens nouveau de responsabilité professionnelle, accompagné parfois d'une inquiétude profonde face au risque d'infiltration. Pour les jeunes, qui observent les transformations du pays avec un mélange d'espoir et de crainte, l'affaire du convoi est devenue un miroir brutal de la complexité de leur avenir. Elle pose une question simple mais déterminante. À quoi ressemble la souveraineté lorsque les frontières physiques et institutionnelles sont menacées de l'intérieur ? Certains y voient un appel à s'engager davantage dans la vie publique, à développer des initiatives locales ou simplement à devenir acteurs de leur propre sécurité. En somme, l'épisode du convoi n'a pas seulement touché l'appareil de l'État. Il a pénétré la vie intime des citoyens, invitant chacun à repenser la manière dont il participe, consciemment ou non, à la résistance collective. La sortie durable de cette crise ne peut reposer sur une seule mesure isolée. Elle exige une progression structurée, pensée en étapes successives, capable de renforcer simultanément les institutions, les contrôles et la participation citoyenne. La première étape consiste à consolider les points de contrôle existants. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cela signifie uniformiser les procédures, installer des outils de vérification numérique et garantir que chaque poste frontalier dispose d'équipes formées à détecter les faux documents comme les cargaisons dissimulées. La mesure sert de socle. Sans frontières fiables, toute stratégie ultérieure reste fragile. La deuxième étape implique un assainissement administratif indispensable. Il s'agit d'établir un audit interne régulier portant sur les signatures, les autorisations et les circuits décisionnels. Grâce à un croisement systématique des dossiers, les failles ou duplications suspectes deviennent plus visibles. L'objectif n'est pas de punir en masse, mais d'identifier précisément les zones sensibles afin de prévenir les infiltrations internes. La troisième étape vise à renforcer la coopération civilo-militaire. Les communautés locales possèdent une connaissance fine des routes secondaires et des mouvements inhabituels. Leur intégration dans un système d'alerte rapide peut transformer la vigilance diffuse en outil stratégique. Des programmes de formation courts, centrés sur l'identification des comportements à risque, peuvent accroître l'efficacité de cette synergie. Enfin, la quatrième étape nécessite un suivi mesurable. Chaque action doit être accompagnée d'indicateurs simples. Nombre de saisies, délai de réaction moyen, anomalies administratives détectées, signalement communautaire exploitable. En établissant une grille d'évaluation régulière, le pays peut ajuster ses réponses sans attendre qu'un nouvel incident majeur se produise. En combinant ces 4 leviers, la lutte contre l'infiltration passe d'une réaction ponctuelle à une stratégie durable, articulée autour d'un objectif unique. Empêcher que les réseaux criminels ne retrouvent l'initiative dans les mois à venir. Lorsque l'on revient à l'image qui a marqué le début de cette affaire, celle d'un camion chargé de ciment, immobilisé sous le soleil du Sahel, on comprend que ce moment n'était pas anodin. Ce véhicule, simple en apparence, est devenu le symbole discret mais puissant d'un basculement national.